Puis-je le réparer contre de la nourriture? Le millionnaire ricana, loin d'imaginer qui était ce garçon. Le ciel au-dessus de Lyon se nuançait de tons chauds, entre l'orange et le pourpre, alors que le soleil amorçait sa descente derrière les hauts bâtiments. La ville semblait retenir son souffle dans la lumière déclinante. Sur un grand boulevard, les klaxons s'élevaient en une cacophonie nerveuse, chaque conducteur luttant pour avancer dans la circulation du soir. Au cœur de ce tumulte, une somptueuse berline noire était immobilisée sur le côté, son capot soulevé. Le spectacle était incongru. La voiture de luxe paraissait déplacée, tout comme l'homme à côté d'elle. Nicolas Dubois, un homme d'affaires influ de la ville, pressait son smartphone contre son oreille, le visage durci par la contrariété. Son costume impeccable contrastait violemment avec la frustration qui émanait de toute sa personne. Chaque minute perdue était ponctuée par un coup d'œil rageur à sa montre de luxe. Comment est-ce possible, précisément aujourd'hui? Pestait-il intérieurement. Une réunion de la plus haute importance l'attendait dans moins d'une heure. Des investisseurs de premier plan comptaient sur sa présence, mais il était là, bloqué, désarmé face à un moteur silencieux. Les passants pressés jetaient des regards furtifs sur la scène, un mélange de curiosité et d'indifférence, sans jamais s'arrêter. Nicolas, habitué aux regards admiratifs et respectueux, se sentait soudain exposé, vulnérable au milieu de cette artère bruyante. C'est à ce moment qu'une petite voix claire et juvénile s'éleva au-dessus du brouhaha. « Monsieur, je peux vous aider ?» Nicolas pivota sur lui-même, l'agacement au bord des lèvres, s'attendant à un employé de dépanneuse ou à un simple curieux. Ses yeux se posèrent sur un jeune garçon maigre, vêtu de hardes et de sandales presque entièrement usées. Il ne devait pas avoir plus de 12 ans. Un vieux sac à dos pendait à son épaule, et son regard était perçant et curieux. « M'aider ?» Nicolas arqua un sourcil, un sourire sarcastique se dessinant sur son visage. « Et que connais-tu au moteur, gamin ?» Le garçon haussa les épaules, imperturbable. « Je peux essayer. J'ai déjà dépanné des gens dans la rue. » Il hésita, son regard fuyant vers le sol, avant d'ajouter plus bas, « Mais si je réussis, vous pourriez me payer à manger ?» Un rire bref et dédaigneux s'échappa de la gorge de Nicolas, provoquant quelques regards dans sa direction. « Tu veux de la nourriture pour avoir tenté de réparer ma voiture ?» Il fit un pas vers lui, le dévisageant de la tête aux pieds. « Tu ne sais probablement même pas ce qu'est une clé à molette. » L'enfant respira profondément. Malgré une gêne visible, son regard possédait une détermination que Nicolas ne put totalement écarter. « Je sais ce que je fais. Si ça ne marche pas, vous ne me devrez rien. » Nicolas éclata de nouveau de ce rire incrédule. « Et tes parents, ils sont où? » « Mon père est mort. Ma mère finit tard son travail. » La réponse fut directe, sans drame, livrée avec une maturité surprenante pour son âge. Nicolas jeta un énième regard à sa montre. Le mécanicien contacté via l'application tarderait encore. Il était coincé. Personne d'autre ne lui viendrait en aide. Peut-être que laisser ce gosse tenter sa chance était, après tout, l'option la plus rapide. « D'accord, mon jeune expert en mécanique, montre-moi ce que tu sais faire, » lança-t-il en croisant les bras. Le garçon rougit légèrement, un mélange de timidité et de soulagement. Il déposa son sac par terre et en sortit un assortiment d'outils pitoyables, une pince oxydée, un tournevis à la tige tordue, et un rouleau de Chatterton entamé. Nicolas ne put s'empêcher de ricaner. « Tu vas ressusciter mon moteur avec ça ?» se moqua Théil. « Je vais essayer, » répondit l'enfant, déjà concentré. Quelques badauds s'étaient arrêtés pour mieux voir. Le garçon se pencha sous le capot et, avec une surprenante assurance, commença à examiner les pièces. Nicolas l'observait, son scepticisme initial intact. Moins de 10 minutes plus tard, le garçon se releva. « Essayez de démarrer, monsieur. » Nicolas tourna la clé, et le moteur s'éveilla dans un rugissement puissant qui fit écho dans toute la rue. Nicolas le dévisagea, abasourdi, mais son orgueil l'empêcha de formuler le moindre éloge. Le garçon s'essuya les mains sur son pantalon, un mince sourire de satisfaction sur le visage. « Ça devrait tenir jusqu'à ce que vous arriviez chez un garagiste. » Nicolas sortit son portefeuille et lui présenta un billet de haute valeur. « Tiens. » L'enfant ne le prit pas. « Je ne veux pas d'argent, monsieur. J'ai juste faim. » Il montra du doigt une boulangerie de l'autre côté du boulevard. « Une tartine de pain et de beurre,
ce serait parfait. Nicolas resta figé, décontenancé. Jamais on ne lui avait refusé son argent. Ce gamin, misérable et efflanqué, venait de remettre en marche sa voiture avec 3 fois rien et ne demandait qu'à manger. Il y avait dans cette situation quelque chose qui le dérangeait profondément, sans qu'il sache pourquoi. « Viens, dit-il simplement. Je t'offre quelque chose. » La traversée du boulevard parut étrangement longue à Nicolas. Il était habitué à des déplacements rapides et efficaces, son attention focalisée sur ses objectifs. Mais ce soir-là, son environnement semblait différent. Les réverbères qui se reflétaient dans les flaques, le flot incessant des véhicules, les regards des passants sur cet homme en costume et cet enfant dépenaillé. Le contraste était flagrant. Le garçon avançait en silence, serrant son sac à dos comme un bien précieux. Nicolas l'examinait à la dérobée. Sa démarche était assurée, sa posture droite, mais une certaine fragilité émanait de ses frêles épaules. Le luxe du vêtement de Nicolas n'en paraissait que plus ostentatoire. « Tu t'appelles comment » demanda Nicolas pour rompre le silence pesant. « Gabriel, » répondit-il sobrement, sans le regarder. « Et ton âge » 12 ans. La réponse, bien que rapide, fut prononcée à voix basse. Nicolas hocha la tête, songeur. 12 ans. Au même âge, il apprenait le métier dans l'entreprise familiale, mais il ne manquait de rien, un foyer, des repas chauds, une structure solide. Le monde de Gabriel semblait être à des années-lumière du sien. En entrant dans la boulangerie, la chaleur et la lumière les accueillirent, contrastant avec l'humidité de la rue. Les yeux de Gabriel s'illuminèrent devant la vitrine débordante de pain, de gâteaux et de viennoiseries, comme s'il découvrait un trésor. Nicolas sentit une pointe au cœur en observant cette fascination. Lui-même passait devant de tels endroits sans plus y faire attention. Ils prirent place à une table près de la vitrine. Gabriel sembla hésiter à s'asseoir, craignant de mal faire. Nicolas lui fit signe. « Vas-y, installe-toi. » Gabriel s'exécuta, gardant son sac sur les genoux, son regard toujours rivé sur les délices exposées. Une serveuse s'approcha, le sourire aux lèvres, visiblement intriguée par cet étrange duo. « Qu'est-ce qui te ferait plaisir » demanda Nicolas à Gabriel. « Une tartine de pain et de beurre, ça ira très bien, monsieur, » répondit l'enfant prestement, comme s'il était inconvenant de demander plus. Nicolas fronça les sourcils. « C'est tout ?» Il se tourna vers la serveuse. « Servez-nous 2 croque-monsieur, 2 jus de fruits frais, une part de tarte tatin et un chocolat chaud. Et la tartine aussi. » Gabriel le regarda, les yeux ronds. « Il ne fallait pas, monsieur. Je voulais seulement. »« Je sais ce que tu voulais, » le coupa Nicolas. « Mais ce soir, tu manges à ta faim. » La serveuse partit, le silence revint. Nicolas se pencha en avant. « Comment as-tu appris tout ça sur les voitures » Gabriel leva la tête. Pendant une seconde, Nicolas perçut dans son regard une gravité qui n'appartenait pas à un enfant de son âge. « J'ai appris tout seul, dit-il. Après que mon père. » Il déglutit. « Après sa mort, ma mère a dû travailler énormément. On n'avait plus d'argent. J'ai commencé à rendre service aux gens. On me donnait une pièce, ou à manger. J'ai appris à réparer avec ce que je trouvais. » Une sensation étrange parcourut Nicolas. Il côtoyait des gens qui avaient réussi, des battants. Mais entendre ce récit de la bouche d'un enfant de 12 ans, avec ce calme et cette dignité, le remua. Gabriel ne se plaignait pas. Il exposait les faits avec un naturel poignant. La serveuse apporta leur commande. Gabriel contempla son assiette, les yeux brillants. Nicolas l'encouragea d'un signe de tête. Le garçon saisit son croque-monsieur avec délicatesse et croqua dedans. Un sourire timide se dessina sur ses lèvres. « C'est bon » s'enquit Nicolas. « C'est très bon. Merci, monsieur. » Ce simple merci, chargé de sincérité, toucha Nicolas plus qu'il ne l'aurait cru. En le regardant manger, il comprit qu'une histoire profonde se cachait derrière ce regard, une histoire qu'il ressentait le besoin de découvrir. Gabriel mangeait lentement, savourant chaque bouchée. Nicolas l'observait, fasciné par la sérénité du garçon. Le sac à dos, toujours sur ses genoux, semblait être une extension de lui-même. « Tu ne te sépares jamais de ce sac » demanda Nicolas.
Gabriel opina du chef. Il y a mes outils et mes affaires dedans. Je peux regarder? Demanda Nicolas. Après une brève hésitation, Gabriel ouvrit la fermeture. À l'intérieur, un vieux chiffon contenait ses outils. Au fond, il y avait aussi une petite voiture de course, un jouet abîmé auquel il manquait une roue. Nicolas la prit. Elle roule encore? C'était à mon père, expliqua Gabriel, le regard baissé. Il me l'a offerte juste avant. Avant qu'il parte. Nicolas décela la nuance dans sa voix. Qu'il parte? Répéta-t-il doucement. Gabriel prit une grande inspiration. Il est décédé, monsieur. Il y a presque 3 ans. Un accident. Ma mère et moi, on s'est retrouvés seuls. Elle fait 2 métiers, elle rentre épuisée. Je voulais l'aider, pas être un poids, alors j'ai commencé à chercher des petites choses à faire dehors. Nicolas sentit sa gorge se serrer. Le récit était simple, mais chaque mot pesait lourd. Gabriel ne pleurait pas, il ne se lamentait pas. Il semblait avoir accepté sa réalité. « Vous habitez dans le coin ?» demanda Nicolas. « Dans un vieil immeuble, à 4 rues d'ici. C'est pas grand, mais ça va. » La serveuse apporta les desserts. Gabriel regarda la tarte tatin comme une apparition miraculeuse. « Sers-toi, gamin, » dit Nicolas avec un demi-sourire. Gabriel le remercia et goûta le gâteau. Son sourire était pur, désarmant. Nicolas se cala dans son fauteuil, envahi par un tourbillon d'émotions. Il repensa à sa propre jeunesse. Elle n'avait pas été facile, mais il n'avait jamais été seul. Gabriel, lui, semblait porter le poids du monde sur ses jeunes épaules. « Tu n'as pas de frères ou sœurs ? » ?»« Non, monsieur. Que ma mère et moi. Elle dit que je suis l'homme de la maison. » Gabriel eut un petit rire triste. « J'essaie, mais ce n'est pas toujours facile. » Nicolas réfléchissait. Il connaissait la misère, mais de loin. Ce garçon le touchait d'une manière inédite. Il y avait en lui une maturité forgée par l'épreuve. « Tu sais, tu m'as vraiment étonné, » dit Nicolas en le fixant. « Réparer ma voiture avec ça, refuser mon argent. C'est pas courant. » Pourquoi? Gabriel le regarda droit dans les yeux. « Parce que je n'avais pas besoin d'argent, monsieur. J'avais faim. » Et il marqua une pause. « Vous aviez l'air de quelqu'un qui pouvait m'aider. » Ces mots firent l'effet d'un choc. Personne ne s'adressait à lui avec cette franchise. Il était habitué à la déférence, à la flagornerie. L'honnêteté de cet enfant était déstabilisante. « Gabriel, » reprit-il, « tu es très doué. Tu as un vrai talent. » Le garçon rougit. « J'aime bien réparer les choses. Mon père me disait toujours que dans la vie, tout peut se réparer si on est patient. Je n'ai jamais oublié ça. » La phrase fit écho en Nicolas. Tout peut se réparer avec de la patience. Il sentit une boule dans sa poitrine. Il jeta un œil dehors. La rue mouillée brillait sous les lampadaires. Une conviction s'emparait de lui, sa rencontre avec ce garçon n'était pas anodine. Il se leva et régla la note. « Allez, je te raccompagne. Je voudrais saluer ta mère. » Gabriel parut surpris. « Oh, ce n'est pas la peine. » « Si. C'est la moindre des choses, » insista Nicolas. Gabriel, après un instant, accepta. Il serra son sac et le suivit dehors. Nicolas prit une bouffée d'air frais. La nuit avait enveloppé la ville quand Nicolas arrêta sa voiture dans une ruelle. Le quartier était simple, éclairé par de vieux réverbères vacillants. Gabriel, à côté de lui, tenait son sac comme un trésor. « C'est là, » dit-il en montrant un immeuble à la façade écaillée. Nicolas observa les alentours. Des voitures usées, des enfants jouant sur le trottoir malgré la fraîcheur. Un monde à part, si loin du sien. Il ressentit un malaise. « Tu vis ici, juste avec ta mère ? » ?»« Oui, monsieur. Elle rentre tard, mais ce soir elle devrait déjà être là. » Nicolas sortit de voiture, attirant les regards curieux du voisinage. Son costume et sa voiture détonnaient. Gabriel, lui, était dans son élément. Ils gravirent un escalier sombre qui sentait le renfermer et la cuisine.
Gabriel s'arrêta devant une porte au bleu délavé. C'est ici. Entrez. Nicolas hésita, puis franchit le seuil. Le petit appartement était pauvre, mais impeccablement tenu. Une table au centre, des photos de famille dans des cadres modestes, un canapé élimé mais recouvert d'un plaid propre. Malgré le dénuement, le lieu respirait la dignité. Une femme apparut, les cheveux attachés, vêtue simplement, un tablier noué à la taille. La fatigue marquait ses traits, mais son regard était doux. En voyant son fils avec cet inconnu, elle fronça les sourcils. « Gabriel, qui est ce monsieur ?» Gabriel sourit, fier. « C'est monsieur Dubois. Il m'a ramené, et il m'a payé à manger. » La femme, Sandrine Martin, dévisagea Nicolas, entre gratitude et méfiance. « Bonsoir, » dit Nicolas en lui tendant la main. « Votre fils m'a rendu un fier service. Il a réparé ma voiture. » Elle lui serra la main. « Oh, mon Dieu! Ce garçon est toujours fourré dans la mécanique. » Elle sourit tendrement à son fils. « Tu as vraiment aidé, mon chéri ?» Gabriel hocha la tête. « Il a refusé mon argent, » ajouta Nicolas. « Il voulait juste manger. » Elle soupira, le regard voilé. « Il ne fallait pas, monsieur. On se débrouille. » Ce ne fut aucun dérangement, assura Nicolas. « Votre fils est très doué. » Elle fut visiblement touchée. « Merci. Il a toujours été curieux, il adore apprendre. » Mais la vie. Nicolas remarqua une pile de livres sur une étagère et une caisse de jouets en pièces détachées. La culpabilité le pinça. Gabriel se dirigea vers une boîte et en sortit une pièce mécanique. « J'essaie de réparer ça. C'est à un voisin. Je fais des petites réparations pour aider un peu. » Nicolas examina la pièce. Le talent de l'enfant était indéniable. « Quand as-tu appris tout ça ?» Vers 9 ans. Mon père m'a montré les bases. Après, j'ai continué seul. Chaque mention de son père était accompagnée d'un regard baissé, mêlant douleur et fierté. Sandrine leur servit un café. Ils s'assirent à la petite table. « Vous travaillez dans les affaires ?» demanda-t-elle. « Oui, dans l'automobile, » précisa Nicolas. « Pourquoi ? » Gabriel a toujours rêvé de ça. Il a un don. Elle regarda son fils avec amour. Mais les choses n'ont pas été simples pour nous. Nicolas sentait qu'elle ne disait pas tout. Il observa Gabriel, absorbé par le démontage d'une pièce. Il portait un talent évident, mais aussi un fardeau invisible. « Tu as toujours voulu faire ça, Gabriel ?» L'enfant leva la tête, son regard intense. « Oui. Parce que réparer ce qui est cassé, c'est un peu comme se réparer soi-même. » La phrase flotta dans le silence. Nicolas frissonna. Ce garçon n'était décidément pas comme les autres. La discussion se poursuivit, mais Nicolas était troublé par l'attitude de Sandrine. Derrière son amabilité se cachait une lassitude profonde, celle des âmes qui ont trop enduré. Il examina la pièce. Son regard fut attiré par une photo sur une étagère, un Gabriel plus jeune, radieux, sur les genoux d'un homme souriant qui le tenait fermement. Nicolas prit le cadre. « Votre mari ?» demanda-t-il doucement. Sandrine hocha la tête. « Stéphane. » Sa voix n'était qu'un souffle. Il est parti quand Gabriel avait 9 ans. Nicolas reposa la photo. « Je suis sincèrement désolé. » Elle lui offrit un sourire triste. C'était un homme bien. Un travailleur acharné. Il aurait tout fait pour Gabriel. Mais la vie. Gabriel, toujours au sol, s'attaquait à sa pièce. Nicolas s'accroupit près de lui. « C'est quoi, ça ?» Une pièce de la vieille coccinelle du voisin. Le moteur a des ratés, mais je pense avoir trouvé. Nicolas était impressionné. « Tu es vraiment doué. » Gabriel haussa les épaules, ravi du compliment. « J'aime ça. Mon père disait qu'il faut toujours essayer de réparer avant de jeter. » Ces mots résonnaient avec tout ce que Nicolas voyait dans cet appartement. Des meubles usés mais entretenus, des jouets attendant une seconde vie. Peu de moyens, mais beaucoup d'amour. Nicolas se rassit. « Vous avez toujours habité ici ?» Depuis la mort de Stéphane.
Avant, c'était très différent. Différent comment? Elle hésita, jeta un œil à son fils. Mon mari avait un bon poste, mais... Sa voix se fit plus basse. Il s'était fait des ennemis. Un frisson parcourut Nicolas. Des ennemis? Des gens qui n'appréciaient pas ses méthodes. Sa mort était un accident, officiellement. Mais j'ai toujours eu un doute. Sans jamais avoir de preuves. Il faisait quoi exactement? Stéphane était mécanicien, mais il inventait aussi. Il disait qu'une de ses inventions allait changer notre vie. Je ne sais pas grand-chose, mais juste avant de mourir, il était très tendu. Nicolas regarda Gabriel, qui semblait avoir hérité du génie de son père. L'histoire des ennemis piqua sa curiosité. Avez-vous conservé ces affaires? Des plans, des outils? Sandrine désigna une malle en bois dans un coin. Il y a des choses là-dedans, mais c'est incompréhensible pour moi. Des cahiers de croquis, de schémas. Gabriel y jette un œil de temps en temps. L'enfant releva la tête. Je comprends un peu. Papa voulait créer un nouveau type de moteur. Il m'avait montré des dessins. Il disait qu'un jour, on le construirait ensemble. Nicolas se leva et ouvrit la malle. À l'intérieur, des carnets remplis de notes, de dessins d'une précision technique inouïe. Son œil d'expert reconnut immédiatement le potentiel. Ce n'était pas des rêveries, c'était le travail d'un visionnaire. Ton père était un génie, dit Nicolas, absorbé par sa lecture. Gabriel s'approcha, le visage rayonnant de fierté. Je veux être comme lui. Finir son travail. Nicolas fut frappé par sa détermination. Lui qui pensait que le talent nécessitait des opportunités, voyait ici que la nécessité pouvait aussi en être le berceau. Nicolas caressait les pages usées des cahiers. Les schémas étaient complexes, les calculs précis. C'était l'œuvre d'un esprit brillant, en avance sur son temps. C'est incroyable, murmura Nicolas. Mon père disait qu'il inventerait un jour quelque chose pour aider les gens, dit Gabriel. Sandrine ajouta, Stéphane voulait créer un moteur propre, accessible à tous. Je croyais que c'était des chimères. Nicolas referma un carnet, les yeux brillants. Il avait investi des fortunes dans l'innovation, mais n'avait jamais rien vu de tel. Ses ennemis. Parlement. Juste avant l'accident, reprit Sandrine, Stéphane était très agité. Il recevait des appels étranges. Il ne voulait rien dire, juste qu'il devait finir son projet. Une semaine après, il n'était plus là. Le silence s'installa. Gabriel serrait sa petite voiture. Nicolas ressentait la douleur de cet enfant. Avez-vous déjà songé à montrer ces carnets à quelqu'un? À qui? Répondit-elle tristement. On peine à joindre les deux bouts. Et j'ai toujours eu peur. Stéphane disait que des gens puissants s'intéressaient à son travail. Des gens puissants? De grandes entreprises. Il se sentait surveillé. Je pensais qu'il exagérait. Maintenant, je ne sais plus. Nicolas, homme d'affaires aguerri, savait que les idées révolutionnaires attiraient les prédateurs. Gabriel prit la parole. Je veux finir son projet. Je comprends une partie. Je peux le faire. Tu comprends vraiment ça? Demanda Nicolas, stupéfait. Un peu. Je lis beaucoup. J'apprends tout seul. Nicolas contempla un schéma complexe. Avec un tel don, si tu avais accès à une vraie formation. Murmura-t-il. Sandrine sourit tristement. Si seulement je pouvais lui offrir ça. Mais nous. On essaie juste de survivre. Nicolas sentit une colère monter en lui face à cette injustice. Un potentiel si immense, gâché par la pauvreté. Soudain, on frappa un coup sec à la porte. Sandrine sursauta. Je n'attends personne. Nicolas se mit en alerte. Gabriel parut inquiet. Sandrine ouvrit la porte avec hésitation. Un homme grand, une casquette vissée sur la tête, se tenait sur le palier. Bonsoir. Je cherche Stéphane Martin. Sandrine se figea. Stéphane est décédé. Qui êtes-vous? L'homme afficha un sourire forcé. Dommage. C'était pour des papiers.
Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur Nicolas. Son sourire disparut. Nicolas s'interposa. « Je crois qu'il y a erreur sur l'adresse. » L'homme hésita, puis haussa les épaules. « Mes excuses. Bonne soirée. » Il tourna les talons. La porte se referma. La tension était palpable. « C'est déjà arrivé ?» demanda Nicolas. « Pas exactement. Mais j'ai déjà vu des inconnus rôder. » Nicolas prit un des cahiers et le rouvrit. Il fallait agir, et vite. Nicolas ferma la porte à double tour. Le cliquetis du verrou brisa le silence. Gabrielle, sur le canapé, serrait son jouet. Sa mère, livide, tentait de reprendre son souffle. Cet homme, dit-elle, il connaissait le nom de Stéphane. Vous ne l'aviez jamais vu ? demanda Nicolas. Jamais. Mais j'ai toujours eu le sentiment d'être observé. Je me croyais folle, mais maintenant. Gabrielle se leva. Maman, c'est à cause des recherches de papa ? Nicolas posa une main sur son épaule. Je le crains, oui. Et si ce projet a la valeur que je lui suppose, vous êtes en grand danger. Sandrine s'effondra sur le canapé. Je voulais seulement le protéger. J'ai tout gardé de Stéphane, sans jamais y toucher. Nicolas étala les plans sur la table. Des dizaines de pages de schémas, de calculs, de notes. Ce n'était pas une simple invention, c'était une révolution capable de bouleverser l'industrie automobile. Stéphane était un visionnaire, dit Nicolas, admiratif. C'est ce qu'il disait, répondit Sandrine d'une voix éteinte. Il passait ses nuits à travailler. Il disait, le repos, c'est pour ceux qui n'ont pas de rêve. Nicolas regarda par la fenêtre. Il sentait des yeux posés sur eux. Sa rencontre avec Gabrielle n'était pas un hasard. Vous n'êtes plus en sécurité ici. Cet homme reviendra. Que voulez-vous dire ? Que je vous emmène. Tout de suite. Où ça ? demanda Gabrielle. Nicolas s'accroupit face à lui. En lieu sûr. J'ai une grande maison de campagne en Normandie. Vous y serez en sécurité le temps que je tire cette affaire au clair. Je ne peux pas accepter, dit Sandrine. Nous ne vous connaissons pas. Je sais. Mais pensez à Gabriel. Il mérite de grandir sans peur. Il mérite une chance. Gabriel regarda sa mère. Maman, j'ai confiance en lui. Ces quelques mots suffirent. D'accord, céda-t-elle. Mais juste pour quelques jours. Le temps qu'il faudra, assura Nicolas. Il rassembla les précieux documents. Ce projet a peut-être coûté la vie à Stéphane, mais il pourrait aussi être votre avenir. Quelques minutes plus tard, il quittait l'appartement avec le strict nécessaire. En sortant, Nicolas balaya la rue du regard. L'atmosphère était lourde. Dans la voiture, le silence était total. Nicolas conduisait, l'esprit en alerte. Sa soirée avait pris une tournure inimaginable. Après un long trajet, ils arrivèrent dans une magnifique propriété en Normandie. Un portail s'ouvrit sur un parc immense. Mon Dieu, souffla Sandrine. Gabriel était ébahi. Bienvenue, dit Nicolas. Ici, vous êtes en sécurité. L'intérieur était luxueux, mais froid, impersonnel. Pour la première fois, Nicolas eut honte de cette opulence vide de vie. Il regarda Gabriel, dont le regard curieux était teinté de la dureté de la vie. Il se revit enfant. Il prit une résolution, il protégerait ce garçon, coûte que coûte. Dès demain, je lance une enquête sur votre père. S'il a créé quelque chose d'aussi important, son nom ne tombera pas dans l'oubli. Gabriel lui sourit, un sourire plein d'espoir. Nicolas sentit son cœur se serrer. Il avait tout ce que l'argent peut acheter, mais ce garçon possédait une richesse qu'il avait perdue depuis longtemps, un rêve. Le jour se leva sur un ciel de plomb. Nicolas était à son bureau depuis l'aube, les cahiers de Stéphane étalés devant lui. Il avait convoqué en secret 2 de ses meilleurs ingénieurs. Leur réaction fut sans appel. « Nicolas, vous mesurez la portée de ceci ?» dit l'un d'eux. « C'est un prototype de moteur hybride qui pourrait réduire les coûts de production de 80%. C'est une révolution.
L'autre ajouta, Stéphane Martin était un précurseur. De grandes compagnies dépensent des fortunes pour développer une technologie similaire, sans succès. Donc, sa valeur est inestimable. Plus que ça. C'est une menace pour des monopoles établis. Nicolas comprit. Une telle invention pouvait attirer les pires convoitises. C'était le mobile du meurtre de Stéphane. Discrétion absolue, ordonna-t-il. Faites des copies sécurisées, hors réseau. Plus tard, il trouva Gabriel dans la cuisine. Bien dormi? Oui, monsieur. Votre maison est immense. On dirait un musée. Trop grande et trop vide, répondit Nicolas. L'argent offre le confort, Gabriel, mais il isole. Tu viens de me le rappeler. Peu après, Nicolas rencontra un journaliste d'investigation de ses contacts. Il lui confia une partie des plans. Dites-moi qui aurait intérêt à étouffer cette affaire. Et vite. Nicolas, c'est une bombe, dit le journaliste. Je sais. Mais je veux la vérité. En rentrant, il trouva le poste de garde saccagé, les vigiles assommés. Il se précipita à l'intérieur. Gabriel. Sandrine. Ils étaient là, terrifiés. Deux hommes sont entrés, dit Sandrine. Les alarmes les ont fait fuir. Le bureau était en désordre. Ils avaient cherché les plans. Nicolas renforça immédiatement la sécurité. Gabriel, assis, serrait son sac. Il voulait les papiers de papa, c'est ça? Demanda-t-il avec une gravité d'adulte. Nicolas s'agenouilla près de lui. Oui. Et c'est pourquoi, je te le promets, personne ne vous fera plus de mal. Pourquoi faites-vous ça pour nous? Demanda Sandrine. Parce que j'ai perdu mon père jeune, moi aussi. Je sais ce que c'est. Et parce que le génie de Stéphane ne doit pas mourir. Cette nuit-là, en examinant les documents, Nicolas trouva une lettre cachée. Elle était de Stéphane, pour sa femme et son fils. Sandrine, si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose. Mon projet attire la convoitise. Cache ces cahiers. Un jour, quelqu'un de bien saura quoi en faire. Protège Gabriel. Il est ma plus belle invention. Mon chef-d'œuvre. Stéphane. Nicolas ferma les yeux, ému. Stéphane savait. Il avait espéré que quelqu'un prendrait la relève. Le journaliste rappela. Nicolas, j'ai du nouveau. Une entreprise a tenté de racheter le projet de Stéphane. Devant son refus, ils l'ont menacé. Cette entreprise est l'un de vos principaux concurrents. Mes concurrents? Ils avaient le mobile et les moyens. Nicolas raccrocha. Le puzzle se mettait en place. Ce projet valait des milliards. Dans le jardin, Gabriel était absorbé par une pièce mécanique. J'essaie de comprendre comment pensait mon père, dit-il. Tu as son regard, dit Nicolas. Je veux finir ce qu'il a commencé. Et je vais t'aider. À cet instant, un bruit de verre brisé retentit. Nicolas se leva d'un bond. Dans le salon, un garde était à terre. Des hommes masqués entraient. Courez. La chambre forte. Cria Nicolas à Sandrine. Les intrus cherchaient les plans. L'un d'eux s'en empara, mais Gabriel, dans un élan de courage, le lui arracha des mains. Donne ça, gamin. Menaça l'homme. Nicolas intervint. Le combat fut bref et violent. Les renforts de sécurité arrivèrent et maîtrisèrent les assaillants. Les sirènes retentirent. Gabriel tremblait, mais serrait le dossier contre lui. Ça va? Demanda Nicolas. Gabriel hocha la tête. Je ne les aurais pas laissés le prendre. Tu as le courage d'un lion, Gabriel. La maison était en état de siège. La police était partout. Ce sont des professionnels, confirma l'officier. Je sais qui les envoie, dit Nicolas, mais il me manque la preuve ultime. Devant Gabriel, Nicolas s'accroupit. Tu as été très courageux. Ton père serait fier. Sandrine pleurait en silence. Je voulais juste une vie normale pour lui. Vous méritez mieux, dit Nicolas. Vous méritez la justice. Cette nuit-là,
le journaliste rappela. Nicolas, j'ai tout. L'entreprise concurrente est dirigée par Pierre Leclerc. Un homme sans scrupules, connu pour ses méthodes illégales. Il a fait une offre à Stéphane. Peu après son refus, Stéphane est mort dans un accident. Ils ont tué un homme bien pour son rêve. Et ils n'abandonneront pas. J'ai de quoi publier un article explosif, mais... Nicolas regarda les papiers de Stéphane. Il y trouva une lettre non postée, adressée à Leclerc, refusant son offre de plusieurs millions. C'était la preuve. Je vais t'envoyer ça. Mais je vais faire mieux. Je vais tout révéler au grand jour. Le lendemain, Nicolas tenait une conférence de presse. Les médias étaient venus en masse. Devant les caméras, il prit la parole. Je suis ici aujourd'hui pour honorer la mémoire d'un homme que certains ont voulu faire taire. Stéphane Martin, mécanicien, inventeur, un génie. Il a créé une technologie révolutionnaire, et pour cela, il a été réduit au silence. Il brandit les preuves. Nom, date, contrat. Stéphane Martin n'est pas mort accidentellement. Il a été victime de la cupidité d'un système qui broie les rêves pour protéger ses monopoles. J'annonce aujourd'hui que sa technologie ne sera pas vendue. Elle sera développée par la Fondation Stéphane Martin, en libre accès, pour le bien de tous. C'était son rêve. Nous allons le réaliser. L'affaire fit l'effet d'une bombe. Pierre Leclerc fut acculé, son empire s'effondra. Quelques jours plus tard, dans le jardin, Nicolas avait une surprise pour Gabriel, un atelier flambant neuf, entièrement équipé. C'est pour moi? Balbutia Gabriel. Pour toi, et pour tous les jeunes comme toi qui ont du talent mais pas les moyens. Le rêve de ton père va vivre, Gabriel. Sandrine pleurait de joie. Merci, dit Gabriel à Nicolas. Merci de croire en lui. Et en moi. Nicolas s'agenouilla. Tu es la preuve que les grands rêves ne meurent jamais. Il leur faut juste quelqu'un d'assez courageux pour les porter. Des mois plus tard, la Fondation Stéphane Martin était une réalité. Des enfants de quartiers défavorisés y apprenaient la mécanique et l'innovation. Gabriel, à 12 ans, était leur inspiration. Lors de l'inauguration, Nicolas déclara « Le monde a voulu faire taire un homme. Mais sa voix résonne aujourd'hui à travers son fils. » Que ce lieu nous rappelle que les vrais rêves ne peuvent être ni achetés, ni détruits. La foule applaudit. Nicolas regarda Gabriel, debout et fier près de sa mère. L'enfant qui, quelques mois plus tôt, réparait sa voiture contre un repas, inspirait désormais des milliers de personnes. Le soir, dans l'atelier désert, Nicolas s'arrêta devant une photo de Stéphane. « Ton héritage est en de bonnes mains, murmura-t-il. » Dehors, Gabriel jouait au ballon. Sur une étagère, sa vieille voiturette cassée rappelait comment tout avait commencé. Un simple geste, un enfant courageux. Nicolas sourit. Toute cette épreuve en avait valu la peine. Pour la première fois depuis des années, la paix régnait dans leur cœur. Cette histoire nous enseigne que les rêves authentiques transcendent le temps, la perte et l'injustice. Un enfant courageux et un père visionnaire ont montré que l'espoir, même enfoui, finit toujours par refleurir. Si cette histoire vous a ému, partagez-la. Abonnez-vous pour d'autres récits inspirants.